Bonsoir chers amis. Dans le cadre et au sein de notre cycle de débat portant sur l'intelligence artificielle, face à nous, en nous, contre nous et avec nous, qui sommes des représentants de l'intelligence naturelle, ce soir notre discussion filmée va porter sur intelligence artificielle et reconnaissance faciale. Le contrôle des populations par la reconnaissance faciale sera-t-il source de privation de liberté ou et d'augmentation de notre sécurité? Sommes-nous et serons-nous toujours libres de nos mouvements, de nos idées, dans une société où l'intelligence artificielle régira nos vies? Ce soir, je suis en compagnie d'Anne-Phil et Stéphane, et nous allons donc débattre ensemble de ce sujet. Alors, je vais interroger Danfil. Nos libertés sont-elles en danger, Danfil? Alors, tu connais ma position de dialecticien, de penser toujours à compter jusqu'à 2 et à me dire que oui, forcément, il y a du danger, mais oui, forcément, il y a aussi de l'avantage, inconvénients et avantages. Donc, je te parlerai peut-être plus tard de la question que tu me poses, avant que j'entre dans la problématique. Disons, on en a parlé avant avec Stéphane, je laisserai volontiers la parole à Stéphane, mais le danger, oui, il y a forcément danger. Je ne vais pas prendre les idées de Stéphane, mais il y a forcément danger dans une société qui peut nous contrôler. Mais est-ce qu'il n'y a pas danger quand on prend l'avion, quand on sort de chez soi et qu'il y a par grand vent un pot de fleurs qui tombe du énième étage, qui est tombé à 1 mètre de nous et qui aurait pu tomber sur notre tête et là on était mort? Finalement, le danger, il est tout le temps là. Et même là, on respire, on croit que tout va bien, puis on a une crise cardiaque et c'est fini. Donc, à mon avis, il y a un moment donné, j'en parlais lors de nos précédentes réunions autour des débats que tu as lancés, Serge. La même problématique de confiance, c'est pour moi le mot-clé. Parce que oui, il y a forcément danger, mais partout il y a danger. D'accord. Stéphane? Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec Danfil, dans le sens où d'abord il faut voir que c'est une technologie particulière qui permet potentiellement d'identifier et de localiser un individu, je dirais, sur l'ensemble de la planète. Donc c'est déjà quelque chose qui ouvre un certain nombre de possibles. Alors, soit on imagine que c'est une technologie qui est bénéfique dans le sens où elle va permettre finalement d'apporter à l'individu dans une société juste des services nouveaux. Ça va permettre effectivement de se décharger d'un certain nombre de contraintes qui sont liées à la nécessité d'identifier quelqu'un. Par exemple, je pense aux cartes d'identité, je pense à tous les systèmes de clés, je pense à tous les systèmes qui finalement nous permettent de passer d'un espace à l'autre. Et donc de personnaliser quelque part les passages d'un espace à l'autre qui aujourd'hui sont contraints par un certain nombre de dispositifs qui pourraient être effectivement chantés par cette technologie. Mais par contre, à contrario, c'est vrai qu'on peut imaginer un scénario un peu catastrophe où on aurait un gouvernement de type autoritaire qui aurait des visées un peu dictatoriales et qui serait capable finalement d'identifier un opposant, comme c'est déjà plus ou moins le cas à l'autre bout de la planète, voire d'agir à distance pour éliminer cet adversaire ou cette voix qui justement exprimerait un avis divergent de son point de vue unique. Et donc c'est vrai qu'à mon avis, on est au carrefour. Ce qui à mon avis, ce qui est important, c'est la capacité et l'aptitude à quelque part pénétrer la sphère privée et arriver à pointer et désigner un individu particulier parmi des millions d'individus. C'est à mon avis la qualité et le défaut de cette technologie. Et on peut évidemment se rappeler
les techniques de chasse, dans le sens où un bon chasseur, bah, il repère la proie, il la désigne et ensuite bah, il l'oxy pour plus ou moins des bons dessins ou des mauvais dessins, je ne sais pas. Mais donc, faut bien voir que dans ces techniques, à mon avis, il y a quand même une filiation avec les techniques d'identification et des choses qui sont plus profondes. Et après, la question, c'est, bon, voilà, c'est toujours la question, c'est qui va réguler l'usage de ce type de technologie. Parce que c'est certain que ça peut avoir des apports formidables, mais c'est également certain que ça aura des, des usages, comment dire, déviants, comme souvent c'est le cas avec les technologies qui apparaissent. C'est aussi la question que tu poses. Je suis un peu en porte-à-faux avec toi parce que, évidemment, on s'inquiète toujours de qui contrôlera. Mais je reviens sur son mot de confiance. Et évidemment et heureusement, nous, dans nos pays, puisque tu parlais de l'autre côté du globe, en Chine notamment, où c'est une dictature, mais ou d'autres pays, d'ailleurs, le Myanmar, la Birmanie, sont aussi des pays à dictature, mais ici, en Europe occidentale, même en Europe maintenant, globalement, presque globalement, nous sommes en démocratie, en pleine démocratie, on a bien conscience que on n'est pas dans cette problématique de se dire où est le degré de confiance finalement, où est le degré de risque parce que tout simplement on a créé une société civile suffisante, il y a suffisamment de contre-pouvoirs, des associations très puissantes, des médias puissants qui peuvent éviter justement la prise du pouvoir. Alors là on revient d'ailleurs sur une thématique extrêmement à laquelle je tiens beaucoup, justement de synthèse des pouvoirs, de synarchie pour qui connaît le mot, c'est-à-dire se dire attention, il y a en général le risque donc de confusion des pouvoirs. Les magistrats, comme aux États-Unis, c'est bien les sénateurs qui ont tout contrôle, tout pouvoir, ou bien ça peut être un dictateur, là c'est l'exécutif qui contrôlerait tout, ou bien ça a été le danger à certains moments de groupes législatifs, des législateurs, et ça devenait même catastrophique et chaotique en France, 3e et 4e République. Bon. Mais là, pour l'instant, notamment en France, mais dans beaucoup de pays européens, on a réussi à installer la séparation médiée des pouvoirs. Médiée parce que c'est une démocratie représentative, ce n'est pas une démocratie participative directe, qui serait très difficile à mettre en place si on pense à la Boulée quand Périclès l'invente en Grèce il y a 2400 ans. Évidemment, les gens se réunissaient dans la rue, on discutait. Bon, là, on est sur des 8 milliards d'êtres humains, c'est plus possible. Donc on est obligé de passer par des représentants. Mais quand même, même si c'est avec une médiation, même si c'est représentatif, on tend vers une démocratie réelle, véritable, authentique. Et donc, par les contre-pouvoirs, on peut se protéger de gens qui seraient malveillants. Oui. Oui, tu as raison, mais si on prend les chiffres, le nombre de gouvernements qui sont dans cette philosophie ou dans cette pratique justement de la démocratie, bah, si on prend le nombre de milliards d'individus qu'il y a sur Terre, bah, les gouvernements non démocratiques, je pense qu'ils comprennent plus de... Enfin, le chiffre de population est beaucoup plus grand. Voilà, après, moi j'aurais une réponse un peu brutale, c'est que par exemple, les systèmes d'IA couplés à des analyses sémantiques font que si par exemple tu es, enfin je voudrais pas dire de nom de pays, mais si tu es de tel peuple et que en Chine ou sur les réseaux téléphoniques tu prononces tel ou tel mot, en fait tout de suite tu es repéré et effectivement tu peux avoir si tu es citoyen d'un pays qui est opposé à l'autre, tu peux effectivement disparaître du jour au lendemain sur la base en fait de cette technologie. Et là ce n'est qu'une technologie qui se base sur le son et sur les mots, alors que là je pense qu'avec la reconnaissance faciale, c'est beaucoup plus,
comment dire ça, c'est beaucoup plus instantané, c'est beaucoup plus Précis, précis et individuel. Voilà, Oui, c'est ce que je cherchais le mot individuel. Et il y a aussi à la question de l'anonymat, c'est-à-dire que la société moderne, elle permet aussi dans une certaine mesure de faire en sorte que les individus, ils ont une sphère privée, ils peuvent développer une certaine intelligence, une certaine violation des règles, ce qui participe de l'évolution de la société. Alors que si effectivement on est capable de savoir à quel moment telle personne, je sais pas, va aux toilettes Oui. effectue, ou par exemple on peut imaginer que cette personne est très active socialement, c'est-à-dire qu'elle rencontre plusieurs autres personnes, elle défend des idées, et donc à partir du moment où l'outil permet de savoir où cette personne se trouve et qu'on la désigne comme étant peut-être contre telle ou telle politique, eh ben, effectivement, si le pouvoir n'est pas équilibré, comme tu le dis si bien sur nos sociétés occidentales, ça peut poser un énorme problème. Oui, mais Voilà, donc, bon, enfin, voilà, je pense que paradoxalement, c'est à la société de réguler l'usage de l'apparition de cette technologie. C'est-à-dire, c'est de ne pas mettre la question sous le tapis et de dire ah bah oui, c'est bien, on va s'en emparer et puis on va mettre des caméras partout dans les espaces publics au cas où. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose pour le collectif que de ne pas poser la question au départ à la société. Ok, on adopte ou pas cette technologie et on la régule, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que, par exemple, des individus malveillants ne puissent pas l'utiliser et la détourner. Ça, à mon avis, c'est ça qui est important. Euh, bon, enfin, Alors là, tu regardes un angle d'observation, mais j'ai bien envie de me promener sur l'angle contraire. ok, très bien. Et oui, parce que je pense à des gens, des journalistes notamment, qui se sont promenés avec une caméra cachée dans des lieux où il y avait des gens qui... Oui, mais alors justement, ça devient très intéressant, c'est-à-dire que le phénomène peut se renverser, c'est-à-dire que oui, la reconnaissance faciale via l'intelligence artificielle peut nous renseigner sur Pierre-Paul ou Jacques, ou Pierre, Paulette, Jacqueline, mais aussi sur les gens qui gèrent et qui organisent et qui contrôlent tout ça. Parce que tel personnage qui est, par exemple, on a eu des histoires de juges pédophiles. L'intelligence artificielle, elle va pouvoir nous dire à tel moment, il est dans telle action, il est en train de... Tout à fait. Et là, on va reconnaître justement facialement que c'est bien lui sur ordinateur qui était en train de chercher des petits-enfants. Et là, le personnage qui était avec une partie de la gouvernance, puisque c'est une des trois parties, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. En l'occurrence, on s'est retrouvé devant plusieurs juges, quand même un pouvoir auquel on a envie d'avoir confiance, nos juges, et voilà qu'on trouvait des monstres. Mais heureusement qu'il y avait ce système. Alors, par contre aussi, ça peut être très utile. J'ai évidemment un souvenir d'un processus. Récemment, on a utilisé l'intelligence artificielle au niveau de la reconnaissance faciale par rapport à une histoire déjà ancienne, le fameux évadé d'Alcatraz, si ça vous dit. Donc la prison la plus sécurisée des États-Unis, on mettait des prisonniers terribles, redoutables, et il y a un homme qui s'évade avec deux frères, ses deux copains, et puis on se dit, mais alors, déjà il fallait rentrer par une espèce de tour, il fallait déjà trouver à rentrer dans la porte, bon, il fallait y arriver, il fallait grimper, après il fallait descendre, il fallait être dans la cour, passer un mur énorme, puis après c'était encore pire. Des rochers, l'eau et l'eau. Non seulement les requins, de l'eau qui pouvait descendre, je crois, à moins 15 degrés, enfin c'était voilà, absolument froid. Donc là, tout le monde se dit, bon, ils ont dû mourir. Puis une photo qui arrive, combien, 20 ans plus tard. Mais les enquêteurs se disent, ouais, on ressemble. Il y a deux frères sur la photo qui ressemblent beaucoup aux deux frères qui étaient avec le petit génie qui avait mis ça en place. Bon, c'est peut-être, voilà, c'est pas très sûr. Avec l'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, récemment, l'intelligence artificielle a été capable de comprendre comment se modifieraient ces types de visages, ce que ça donnerait à tel âge. C'est bien. Et donc on les a remis en prison à Alcatraz. Non, on ne peut pas parce qu'ils sont en Brésil sous un autre nom. Enfin bon. Mais par contre, on sait que
Mais par contre, si quand tu plaisantes, alors moi je suis aussi à dire, quand tu plaisantes, tu vas mettre en prison. Il y a eu tellement d'histoires épouvantables. Alors toi, tu as un homonyme qui est chef d'entreprise, je ne sais plus quoi, bon, Ouais, qui est connu, mais ça. bon, toi, tu es l'universitaire, l'autre, c'est le chef d'entreprise. Ok. Mais imagine que demain, on t'explique, la justice vient te chercher, la police qui vient là, qui te prend, et qui t'amène au tribunal. Monsieur, vous avez vendu je sais pas, de la drogue, enfin, des horreurs, des armes, que sais-je, des prostituées, des pauvres gens. Tu dis, mais non, pas du tout, c'est pas mon activité, c'est pas ma vie, mais j'étais pas dans tel pays de- Bah oui, mais si, monsieur, on a des preuves. On a même votre visage, C'est ça. reconnaissance faciale. Et surtout, on a vos papiers d'identité. C'est bien vous sur le papier d'identité, là. Et on a bien la preuve que vous avez pris l'avion à telle date, vous êtes arrivé là-bas, vous êtes resté tant de temps. Voilà. Et justement, grâce à la reconnaissance faciale, toi, tu vas pouvoir dire, oui, mais moi, j'ai un contre-pouvoir. Là, je vais demander au maire de telle et telle ville où j'étais, pouvez-vous sortir les documents, justement, de police qui vont attester que j'étais bien à tel endroit, à tel jour. Ah oui, oui, cher monsieur, répond le maire ou l'autre maire, mais oui, on a trouvé les documents, c'est bien vous, vous êtes parti de chez vous à telle heure, tel jour, vous n'êtes pas du tout dans tel pays, on voit bien que c'est vous, vous sortez de chez vous, vous allez à tel endroit, on a tout mis en fichier, c'est bien vous la reconnaissance faciale qui sauve la vie. Ouais. Oui, c'est une question aussi, tu en as parlé tout à l'heure, c'est une question de confiance aussi. C'est important. Il y aura effectivement, on sera suivi dans nos mouvements, mais je pense aussi que quand on prend le métro actuellement, bah, on peut savoir à quelle station tu t'es rendu, on peut savoir là où avec la carte de transport, on sait où tu es entré, où tu es sorti et à quelle heure. Tout à fait. Donc on est déjà dans un certain système De reconnaissance. de reconnaissance où on peut nous suivre. Mais là, effectivement, ce sera peut-être décuplé, même pas peut-être, ce sera décuplé. Et puis, entre guillemets, on n'arrête pas le progrès. Donc, tout à l'heure, je me posais la question si ça va trop loin. Par exemple, alors Et si cette intelligence artificielle, cette reconnaissance faciale, n'était plus, on ne pouvait plus la contrôler parce qu'elle s'améliore au fil du temps et donc il y aurait une prise de contrôle de l'intelligence artificielle à l'intérieur de. Ben ça va beaucoup trop loin, ça peut-être encore plus loin. si, alors j'entends bien, puisque tu nous avais dit avant que tu allais justement développer le débat dans ce sens. C'est vrai que, pour ma part, la question elle peut se poser aussi dans le sens contraire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire pensons justement une intelligence artificielle de reconnaissance faciale qui devienne un peu folle, Oui, c'est un peu ça qui c'est ça. s'amuse avec les petits humains. Là, tiens, finalement, on va fabriquer une fake news. Tiens, il y a un Serge là, On va fabriquer au plusieurs Nicaragua qui est en train de, ou alors même exactement. Alors là, ça devient la folie totale. On nous fabrique plusieurs Serges au même moment là sur le multivers au secours. Plusieurs là-bas, là et là-bas encore, là, ici et là-bas, et puis finalement, là, ici et là-bas, et quand on te demande, mais où étais-tu? Ben, j'étais là. Ah non, 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 t'as vu ici. Ah non, moi je t'ai vu là-bas. On peut devenir fou, on n'a plus aucun repère, c'est sûr. Ouais. Mais c'est là que ça devient peut-être intéressant, c'est de se dire, même si, malgré que l'ordinateur, l'intelligence artificielle de reconnaissance faciale, puisse en effet au bout d'un moment nous échapper à tout contrôle d'informaticiens et d'ingénieurs et commencer à organiser en elle-même des jeux dont nous serions les jouets, eh bien on peut se dire aussi qu'on a capacité, c'est toujours la même idée, de retirer la prise et là le système est fermé, c'est-à-dire qu'on peut à un moment donné se dire bah, je vais changer de face tout simplement, je me teins en blonde, enfin. C'est ça, c'est. Est-ce qu'on pourra retirer la prise? Moi, je souhaite qu'on puisse retirer la prise. Si on est précipité dans cette dérive, effectivement. Voilà, c'est des cas extrêmes. Ça, c'est une question que tu avais posée et que tu aurais pu avoir là sur ta liste. En effet, c'était la question oui, face à l'intelligence artificielle générative
qui est capable de générer seulement des bonnes plaisanteries, et même ça là, c'est épouvantable pour nous, pauvres représentants de l'intelligence naturelle, à mon avis, on aura toujours la prise, et toujours prise sur les événements, parce que on peut, nous aussi, fabriquer, ça a été testé d'ailleurs, je crois que c'est au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, on a eu des tests où on fabriquait plusieurs intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'on a une qui va dans tel sens, et quand on voit qu'elle est un peu dans la dérive, d'accord, on va fabriquer une autre qu'on va programmer quasiment avec des valeurs, je dirais peut-être pas contraires, mais si c'est pas anti-A, par rapport à A, ce sera A' ou B. Donc on est sur une logique mathématique qui permet une ouverture. Finalement, on ouvre le système qui était en soi fermé, et soudainement, l'intelligence bis, on va l'appeler ainsi, elle va lancer le contraire, ou une différence, un différentiel, un delta, par rapport à l'intelligence initiale. On peut jouer avec ça. Donc on n'est pas du tout dans la perte de contrôle qu'évoquent certains alarmistes. Oh là là, oui. Et Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi va être fait l'avenir, mais certainement qu'on sera. Déjà, à mon avis, il y a déjà des pays qui finalement ont déjà adopté cette technologie et qui l'utilisent. Donc, a priori, d'un point de vue massif, par exemple, la Chine utilise ce dispositif-là. Et donc, elle en a fait un outil justement pour réguler la société. Alors, par rapport à nos valeurs, ça peut être assez choquant. Par exemple, si l'individu commet des irrégularités, des vols, à ce moment-là, il pourra peut-être plus prendre le bus. Oui. Par exemple. Ou le train, voilà. Donc la question, c'est quel genre de régulation sociale on souhaite. Est-ce qu'on souhaite entrer dans ce type de société dans lequel finalement on est géré un peu avec des permis à points, mais sur toutes les dimensions de notre vie sociale et collective? Et à mon avis, la question de fond, c'est ça, c'est la sphère privée versus la sphère publique, et la sphère individuelle par rapport à l'échange social. Et qu'est-ce qui se fait une société? C'est justement le fait qu'un groupe de personnes échange, fait évoluer les règles, discute, adopte des points de vue qui ne sont pas les mêmes, alors que là, manifestement, dans un modèle où c'est un gouvernement autoritaire qui met en place ce système, le point de vue est unique et les règles sont dictées par le pouvoir central. Et donc je pense que c'est un facteur d'ordre, bien sûr, parce qu'au niveau de, je ne sais plus, ils sont 2 milliards, je crois, ça permet finalement d'avoir une société qui est extrêmement, régulée socialement, mais qui parallèlement va, sur une partie de la population dénommée comme étant pas conforme à l'idéologie et la politique du parti, ça va permettre finalement de les éliminer d'une façon culturelle ou d'une autre façon, et en les repérant extrêmement facilement. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à double tranchant. Et après, tu as raison, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut imaginer que ces technologies prennent leur propre autonomie. Alors la question, c'est comment sont-elles nées? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont nées avec des humains sages et sages et avec des valeurs humanistes, ou est-ce qu'elles sont nées dans un contexte différent? Et bon, j'imagine qu'on aura, à mon avis, à un moment donné, on aura des IA qui seront aussi en compétition, en tout cas qui deviendront des sortes d'entités qui auront des dessins ou des objectifs qui seront différents. On peut imaginer aussi une multinationale qui utilise ces IA pour traquer, par exemple, les gens qui sont contre leur propre intérêt. On peut aussi imaginer des gouvernements tout à fait sages qui fabriquent une IA pour lutter contre la première. Voilà, et à l'arrivée, nous, pauvres humains, on risque d'être ballottés avec ces technologies, et puis on va se poser, comme tu le disais si bien, des questions de confiance.
C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir avoir confiance même en un dialogue médié par la machine? Est-ce que, voilà, est-ce que euh, est-ce que le tiers, mettons que si on met une IA entre Danfil et moi, est-ce que je vais avoir confiance en ce que me répète l'IA ou pas? Et à mon avis, c'est toute la question. Oui. On est dans ce tournant Oui, où en fait apparaît une sorte de troisième espèce oui, ça, c'est clair. qui, si on est positif, va amener les humains à évoluer et à être plus intelligents, ou est-ce que, au contraire, elles peuvent prendre la main et quelque part euh, mettre en place leurs propres règles et nous amener à suivre leurs propres règles? Mais ça, je ne sais pas. Oui, on peut se poser la question si ce Ça, soir nous c'est- étions quatre, avec nous trois et une intelligence artificielle qui débattrait avec nous ce soir. Et donc, ce serait. Alors déjà, l'intelligence artificielle, il faut toujours s'en rappeler, c'est pas un individu avec ses connaissances. Évidemment, un individu de 15 ou 20 ans n'aura pas les compétences de connaissance et d'intelligence, puisque c'est lié, d'un homme de 60 ans ou 80 ans, s'il a tout son cerveau, même un centenaire auquel je pense, qui avait tout à fait capacité à réfléchir, même à 100 ans. Mais pour revenir, alors justement, si on n'avait pas l'intelligence artificielle, mais justement un ami de plus, j'ai invité quelques amis à nous rejoindre pour de prochains débats, notamment un, Francesco, qui est un économiste dans la retraite, qui a été donc un directeur dans le domaine de l'agriculture, puis de l'énergie. Donc là, ça va très loin. Et justement, on a eu une discussion il y a peu de temps sur cette question. Alors, je parlerai de régulation, on parlait justement de John Galbraith en économie, c'est-à-dire la possibilité de se dire, derrière entre guillemets, science économique, qui serait comme un jeu mathématique qui bougerait au-delà des humains, il y a aussi la réalité, comme il me le disait, et il a tout à fait raison, économique. Galbraith qui avait lancé le concept de propension à consommer, on se rend bien compte qu'un individu, on peut lui mettre dans la tête il faut consommer ça, ça, ça. Au bout d'un moment, il va dire oui, bon, d'accord, mais je peux consommer ci, ça et ci aussi. Alors finalement, on va se libérer à un moment ou un autre, justement par la variété, par l'entraînement à compter jusqu'à 2 et pas seulement jusqu'à 1. On va amener des individus qui vont avoir une liberté intérieure. Et je pense que là, on a, par rapport à ce que tu viens de dire, Stéphane, il y a quelques instants, le principe, et tu as employé le terme d'ailleurs, de régulation. Je pense au cas de la Chine. On l'a évoqué, puis on en a parlé deux fois. La Chine, on a déjà vu, enfin personnellement j'ai été un peu interpellé, il y avait une présentation de l'intelligence artificielle de reconnaissance faciale en Chine, dans une rue de Beijing, de la capitale, des grandes affiches électroniques, puis soudainement ça fait bip bip bip, puis on voit un visage. C'était un homme qui venait de passer, et c'était marqué en traduction en chinois, Monsieur Untel n'a pas payé ses impôts. Ah oui, c'est. À mon avis, d'une certaine manière, ça marque plus, surtout dans des territoires confucéens, on est tout le temps dans l'idée de les autres me regardent. En France, ça ne fonctionne peut-être pas autant. Oui, ils ne supportent pas de perdre la face, c'est vraiment quelque chose de très important. Exactement. Donc là, justement, perdre la face dans un système où reconnaissance faciale montre qu'on est en infraction assez lourde, on n'a pas payé ses impôts, et là, c'est d'autres qui vont payer pour nous. Bon, donc ça, je trouve que ça peut être très intéressant, mais ce que je voulais dire par rapport à ton propos et à ce que tu reprenais, Serge, un peu avant, c'est que quand on pense à la Chine, il y a quelques décennies, on vient au début des années 2000, le taux de croissance était de 13% au niveau de l'économie chinoise, annuel, par an, et puis soudainement il est tombé à 9%. Pourquoi? Parce que le Parti communiste chinois en congrès est arrivé à une conclusion. Si on veut que l'économie continue à être florissante, on ne peut pas dire aux gens travaillez plus, sinon on tape sur votre famille, sinon on vous met dans les camps de travail, sinon bon, c'est plus possible.
Les gens vont travailler plus parce qu'ils vont être heureux de travailler plus. Donc, on va les payer plus. On va créer enfin la sécurité sociale comme en Europe depuis 150 ans. Bah, la Chine avec 100 ans, 100 ans de retard, mais on va s'y mettre, on va commencer à s'intéresser aux gens. Et là, bah, il y a une chute de la dictature pour maintenir l'évolution économique. Et je pense que ça, c'est aussi un des garde-fous que l'intelligence artificielle elle-même va comprendre, si elle n'a pas déjà compris, parce que c'est une évidence, c'est que on n'a pas envie de mourir de faim pour que ça tourne, pour que le système tourne, pour que l'économie soit profitable à tous. Donc dès l'instant où il y en a qui sont mis au rencard et commencent à en avoir assez, bah, c'est la révolution qui menace, c'est la guerre civile, enfin, ça ne va pas trop bien pour les gouvernants, ça finit mal. Donc, les gens un petit peu sages, je ne suis pas des gens sages, mais c'est ça, eh bien les gens sages vont se dire, ah, on va calmer, c'est là que ça s'est passé, ils ont arrêté de tabasser les gens, ils ont augmenté les salaires, évidemment, le taux de croissance qui était à 13% est tombé à 9%, au niveau du produit intérieur brut, certes, c'est un moins à gagner, mais c'est tellement mieux. Voilà. Et je pense que l'intelligence artificielle, par reconnaissance faciale, pour reprendre mon petit propos, va aider beaucoup dans ce sens-là. Et là, ça m'amène à me dire à quoi ça va servir la reconnaissance faciale. Et là, on rentre aussi dans une société où on va peut-être établir des lois sur la reconnaissance faciale et on va définir à quoi cette reconnaissance faciale, je me répète, va servir. Et on va plus aller dans ce que tu viens d'énoncer. Et donc ça mérite d'être cadré, ça mérite aussi d'être débattu avec le plus grand nombre, et donc avec les représentants, avec les représentants élus, avec la société, avec les citoyens, voilà, ça demande aussi un grand débat. Qu'en pensez-vous? Avec la société civile Avec aussi, la société civile, oui, bien toutes sûr. les associations puissent s'exprimer, comme ça on a Ça. tous les angles d'observation, et c'est ça la vraie démocratie, c'est vraiment Oui. beaucoup de diversité. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne un peu, c'est la non-décision du citoyen. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on imposerait à l'ensemble des membres de la société cette technologie qui fait que on pourrait identifier n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment. Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Je ne suis pas sûr que ça soit un bien, dans le sens où, dans nos sociétés, le fait d'être dans certaines zones de notre vie, d'être anonyme, est plutôt quelque chose qui apporte du bien-être et du positif. Être en permanence observé et observable, on sait très bien que dans le cadre de l'éducation d'un enfant, ce n'est pas quelque chose de très positif. Donc il faut bien mesurer Ce qui me gêne par contre, vous voyez, ça serait l'usage permanent, continu de cette technique de reconnaissance faciale. J'imagine qu'il y a des précédents. Il y a sûrement des précédents. Avant, par exemple, comment l'État a pris un certain contrôle sur ses citoyens. L'État, c'est nous aussi, hein, mais comment une certaine centralité est apparue, c'est au travers des dispositifs d'identité, en particulier la carte d'identité, avec tout ce qui est dans les mairies, là, les actes de naissance, les actes de décès. Donc quelque part, notre vie de citoyen, elle a été, avant le roi, lui, il avait pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Maintenant, c'est l'État qui s'est substitué à ça et qui, quelque part, maîtrise l'existence de ses membres au travers de toute une technologie administrative qui passe par la carte d'identité, des signatures, des validations. Et ça, c'est important parce que dans toute la transmission, par exemple, des propriétés, ce sont des outils de validation qui permettent quelque part d'assurer une continuité dans le temps des propriétés, des savoir-faire
Et donc, je pense que ne pas réfléchir aux impacts qu'a cette technologie sur cette structuration de la société est, à mon avis, une erreur. On en vient à la sphère privée. Donc, la sphère privée doit-elle rester privée? Donc là, nous sommes ici dans cette pièce. Alors, si on sait qu'on est épié, entre guillemets, s'il y a une intelligence artificielle de reconnaissance faciale qui finalement est là avec nous, je ne sais pas par quel moyen, pour l'instant, ça reste à définir. Mais est-ce que, oui, il y a cette cloison entre la sphère privée et le reste? Mon avis serait très, très différent du tien, et la question c'est une question pose et la problématique sous-jacente à cette question, parce que l'humanité, elle évolue. Quand elle évolue, forcément, ce que je disais un petit peu avant, on n'est plus comme dans la Grèce antique, quelques dizaines de milliers de personnes. On est dans un pays comme la France, près de 70 millions d'habitants. Donc, on ne peut plus gérer le même monde, enfin un monde totalement différent, de la même façon que dans un monde d'avant. Donc, mon avis là-dessus, il est plutôt, ma réflexion, elle est plutôt de me dire, adaptons-nous. Alors évidemment, oui, c'est gênant, les histoires d'identité, mais bon, à moins que tu trompes ta compagne avec une autre et que tu ne veuilles pas que ça se sache, bon, mais c'est pas ce que j'avais su aux dernières nouvelles, donc tout va bien pour toi. Mais ce que je veux dire sérieusement, c'est que en termes d'adaptation, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est de nous dire que le monde dans lequel on est va forcément aller vers ce regard, ce Big Brother qui nous contrôle par le téléviseur, comme le mot a été lâché. Bien sûr, bien sûr. C'était dans le livre de George Orwell, donc 1984. C'est dans ce livre-là, oui, qu'on découvre qu'il y a un petit appareil sur le téléviseur pour nous épier. Maintenant, ça peut être sur l'ordinateur, demain, ça peut être sur les lunettes, bien sûr, etc. Donc, ça peut téléphone, être par exemple, exactement. Et dès que tu regardes ton téléphone, bah, lui te regarde. Ah bah oui, voilà, reconnaissance faciale. Mais c'est pas gênant pour moi. Ce qui est intéressant, c'est comment nous pouvons en tirer profit en tant qu'animaux intelligents, si je puis dire, pour évoluer, continuer d'évoluer. Quand je sais que quelqu'un me regarde, quelqu'un en moi se met en mode je suis théâtral, n'est-ce pas? Bon, mais quand je suis théâtral, au début, bah, on joue le théâtre, mais au bout d'un moment, on est lassé du théâtre, on l'a vécu, revécu, et là on commence à devenir naturel, mais naturel en sachant qu'on est observé, et en travaillant finalement d'une façon plus mature, plus responsable, pour aider l'autre. Combien de fois, par exemple, c'est un geste à moi, je suis dans une rue, je marche, j'ai entendu qu'il y avait des gens derrière moi, et je veux tourner par là. Bah, je vais carrément mettre la main comme ça. Et les gens derrière peuvent savoir que je vais tourner, il ne va pas se trouver de oh là là. Donc, c'est un geste aussi qui nous amène le fait de savoir que nous sommes observés visuellement. Bah, là, ce soir, on est filmé. Par exemple. Eh bien, dès l'instant où on sait cela, bon, il y a des gens qui sont complètement inconscients, ils sont filmés, ils ont déjà oublié qu'ils étaient filmés, ils mettent les doigts dans le nez, que sais-je. Bon. Il y a aussi des gens qui sont un peu plus conscients que leur petite viande et qui s'aperçoivent de l'environnement. Ils s'aperçoivent au-delà de l'environnement direct, justement des gens au loin qui peuvent nous regarder, qui nous parleront dans 10 ans. Ah, il y a 10 ans, vous étiez là, cher ami. Bon. Et là, il faut avoir conscience historique. Une conscience historique, c'était De Gaulle ou Mitterrand, je parlais de conscience historique, mais je pense que c'est extrêmement important de se voir au service du bien commun dans le temps long. Et à ce moment-là, bah, ça ne me gêne plus du tout d'être observé par des caméras et d'avoir une reconnaissance faciale pour me dire, mais monsieur, vous êtes rentré dans un sens interdit avec votre voiture à tel moment, tel jour, telle heure. Bah, de toute façon, j'assume, oui, je suis grand, je suis rentré en effet dans un sens interdit. Jeune fille, de toute façon, dans les villes à Paris, il y a beaucoup de caméras, et donc il y a des centres de visionnage, ils savent. J'ai vu certains documentaires où on sait quel véhicule a grillé un feu rouge, on le voit parce que à Paris, il y a beaucoup de caméras. Et ça va même plus loin, je me permets de t'interrompre, il y a même des systèmes, j'ai vu ça, c'était
par la gendarmerie, mais bon, tu as des systèmes de zoom. On va reconnaître qui est dans la voiture, parce que très bien, il y a des gens qui vont dire non, non, c'était pas moi, j'avais prêté ma voiture à voisin. Non, non, monsieur, c'était vous. Et voilà, le zoom, c'est vous, reconnaissance faciale. Ben là, t'es sauvé, on va pas t'accuser à la place de ton cousin, en l'occurrence. Stéphane, tu veux ajouter Oui, bah, j'imaginais peut-être le scénario inverse, justement, où les personnes malveillantes pourront effectuer des trucages, justement, pour usurper l'identité des autres personnes, pour commettre des méfaits, justement, en renversant l'usage de la reconnaissance faciale. On voit ça dans les films d'espionnage ou dans les films de science-fiction, donc voilà, ça pourra, à mon avis, aussi créer des histoires absolument formidables qui seront, comment dire, à mémoriser, à audio-visionner. Et Delphine en parlait tout à l'heure, c'est une question aussi, c'est une habitude. On va rentrer dans 30 ans, on sera habitué, enfin, entre guillemets, on sera habitué parce que je disais tout à l'heure, entre guillemets, le progrès. Donc on va vers ce genre de Il y a société. aussi, dans une certaine mesure, ça va empêcher certains individus d'exercer une nuisance parce qu'ils savent qu'ils sont filmés. Mais néanmoins, il y a aussi l'autre cas. Moi, ça me fait penser un peu à des discussions avec mon ami pilote d'avion de Mirage. Et en fait, il expliquait que souvent, ils étaient effectivement, quand ils faisaient des exercices à plusieurs en équipe, mais souvent, quand ils étaient filmés, finalement, ça empêchait la vraie personnalité d'émerger. Et en fait, en réalité, ce qui se passait, c'est que si on enlevait tous ces outils d'observation et qu'on les mettait dans une situation ou un scénario dans lequel finalement il y avait un péril par exemple de mort, finalement là, les vrais comportements ataviques ou les vrais comportements, les vraies personnalités émergeaient. Et même au-delà des personnes elles-mêmes. Et ça ne peut pas émerger à partir du moment où les individus, quelque part, ils savent qu'ils sont observés par un tiers. Ça modifie la dynamique du groupe, ça la modifie. Et il y a toujours des gens qui jouent plus ou moins des rôles. Et donc toute la question c'est est-ce que quelque part ça va pas amener les personnes à pour le coup créer des masques sociaux qui seront encore plus développés que les masques et les rôles qui sont déjà là en fait, qui jouent en permanence. Et voilà, donc je sais pas, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Juste ajouter un aspect-là. Quand on appelle par exemple une banque ou on va appeler une compagnie d'assurance, on compose le numéro et on nous dit, enfin l'intelligence artificielle nous dit que la conversation va être enregistrée. Donc déjà là, on est dans... Déjà là, je raccroche. Déjà, oui, tu raccroches. Bon, mais déjà à ce moment-là, il y a cette... on sait qu'on va être enregistré, donc effectivement la question des rôles, et après je te laisse la parole, je voulais juste donner ce petit ajout. La question des rôles, elle est déjà très très présente. La question des rôles que tu poses, Stéphane, moi j'ai un souvenir d'un de mes maîtres et amis qui est décédé, Oni Panafieux, qui avait travaillé dans l'hôpital Sainte-Anne en tentant une expérience avec des masques. Et il avait obtenu un résultat qu'il avait déjà publié dans une revue médicale, à savoir que même des fous schizophrènes, des gens en schizophrénie paranoïde, par exemple, qui vont dire tout le monde m'inquiète, on ne sait pas. Bon, quand ils ont mis un masque sur leur visage, en plus ceux qui ont découpé, eh bien avec le masque, ils savent qu'ils sont un masque. Ils l'ont découpé, ils l'ont mis sur leur visage, c'est bien, ils sentent qu'il est là, le masque. Mais le résultat, c'est que ces gens-là, c'était vraiment ce qui avait
écrit Bruno dans son article, les gens deviennent normaux. Les fous qui deviennent normaux, qui aiment ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont sous un masque. Et soudainement, parce que, alors là, il avait aussi une expression, il disait, il n'y a pas de malades mentaux, il n'y a que des malades sociaux. Ce qui est loin d'être faux, même si ça paraît bizarre. On dit, mais non, il y a tel ou tel, je sais pas, un neurotransmetteur qui fonctionne mal, pas sérotonine, trop de dopamine, ou je sais pas quoi, enfin, n'importe quoi, la machine est dysfonctionnelle. Ben non. Elle est dysfonctionnelle aussi parce qu'elle sait qu'elle n'est pas regardée comme étant fonctionnelle. Et après, il y a une boucle itérative, on est vraiment dans un jeu, on parlait finalement systémique. Plus on est regardé comme ceci, cela, plus on devient ceci, cela. Et donc, à partir du moment où l'individu sait qu'il peut être autre que ce qu'on voyait de lui, c'est pas forcément ce que tu disais, c'est pas forcément il n'a plus sa personnalité et là il joue un théâtre. Il y a, alors, ce que tu avais interrogé à un moment donné, Serge, en aparté, c'était la question justement de ce qui se bouge dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais comme ça, il y avait quelqu'un en moi qui voulait t'interrompre, mais je respectais ta parole, mais oui, il y a des moments où on se rend compte que l'histoire, quand on a vécu ça et ça et ça, ben ça y est, on a compris qu'il y a ça et ça et ça. Et on passe au-dessus. C'est-à-dire que oui, au début, je l'ai dit il y a un quart d'heure, mais brièvement, mais je vais insister là-dessus et plus en détail. Big Brother, une caméra nous filme. Nous sommes là. La caméra nous filme, on joue notre rôle, on est tout bien, on est bon. Mais jusqu'au moment où on a assez été filmé, on a assez joué de rôle, si on meurt dans 10 secondes, on meurt pour de bon, alors on en a assez des rôles, on est soi-même. Et là, on sait qu'on est filmé. Et justement, ça devient peut-être même plus riche parce que on est capable d'être soi-même devant les autres. Comme les Grecs dans l'Antiquité qui couraient nus sur les stades, au sol, les épouses des personnages très importants avaient le droit d'assister, sinon c'était que entre hommes. Alors si tu l'as grande ou petite, c'est gênant, zut, alors, bah, non, on s'en moque, on est soi-même, on est. Et ça, on a beaucoup perdu dans le monde moderne, et c'est à retrouver, et peut-être que l'intelligence artificielle, et notamment de reconnaissance faciale, va nous amener à reconnaître nous-mêmes, à être plus puissants à l'intérieur. C'est peut-être un gain, je pensais au Das Ein de, comment s'appelait-il, le philosophe qui avait essayé de philosopher les nazis, qui a été complètement déçu après, Heidegger. Voilà. Alors après, il y a aussi le fait que c'est une techno qui se base sur la vision, enfin sur le... Et donc voilà, moi ça me fait penser un peu à une histoire dans mon laboratoire. À un moment donné, ils ont beaucoup travaillé avec une équipe qui est, je crois que c'est à Amiens, oui c'est à Amiens, il y a une équipe qui greffe des visages. Et donc ils se sont interrogés justement sur la question du visage et pourquoi finalement il y avait énormément de mobilisation sur la reconstruction des visages pour des raisons esthétiques, alors que vraisemblablement d'un point de vue comment dire ça, éthique et d'un point de vue des répartitions des budgets, c'est pas forcément la priorité. Enfin, c'est pas quelque chose de vital. Alors c'est quelque chose qui paradoxalement est vital justement pour l'humain parce que le visage c'est le lieu d'échange et le lieu de contact avec l'autre. Alors, ce qui m'avait marqué, pourquoi je parle de ça, c'est parce que ça va un peu dans ton sens, c'est que les personnes, en fait, les gens de l'équipe ont interviewé les personnes qui attendaient des greffes de visage. Alors évidemment, ces personnes, généralement, c'est des gens qui soit sont fait manger Par un chien ou des grands poulets, oui. Et donc la pratique des entretiens avec ces personnes montre que au bout d'un moment, finalement, au début, c'est effectivement très difficile. Non, mais même pour la personne qui regarde. Alors pour la personne qui regarde, c'est extrêmement difficile. Et finalement, petit à petit, ça disparaît. Et c'est plutôt ce qui marque, alors c'est intéressant parce que ce qui marque l'identité, c'est plutôt la voix, plus que le visage.
Et alors après, la stratégie de l'équipe, c'était de dire, bon, ben, finalement, plutôt, alors on allait dans ce sens, dans ce type de solution, c'était que finalement, toute la question, c'était, est-ce que c'est bien, par exemple, de refaire un visage qui serait un visage normalisé, entre guillemets, c'est-à-dire qui a un nez parfait, Oui, oui. des joues symétriques et tout. Et en fait, pas vraiment parce que ça ne représente pas forcément l'identité de la personne. Donc ils essayaient après de reconstituer des visages comme celui d'avant. Mais comme il y a des muscles qui manquent et tout, c'est pas. Voilà. Et donc souvent, alors c'est là où c'est intéressant, c'est souvent les greffés du visage sont pas, sont pas satisfaits, quoi. Ils sont insatisfaits. Et donc, le pas suivant, c'était ce que tu disais, c'est-à-dire finalement, on pouvait imaginer que peut-être ils seraient plus satisfaits s'ils avaient un masque très neutre qui permet finalement de, quand les personnes interagissent avec elles, de se connecter non pas à ne pas rester accroché sur la vision du visage, mais plutôt sur la conversation, ce qui échange, la voix et la façon d'être de deux individus. Et ça militerait justement contre cette idée que l'identité ou la personnalité ou la singularité d'un être humain serait liée justement à l'aspect visuel. Et voilà, donc, bon, je... Ce que tu dis, oui, c'est- me rappelle les gueules cassées à l'issue Oui, de la Première Guerre mondiale. oui. Ouais, c'est ça. Il y en avait Oui, qui c'est avaient ça. en fait des morceaux de visage artificiels à coller devant C'est ça. pour ne pas choquer les gens. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais pour revenir plus globalement sur la reconnaissance faciale due à l'intelligence artificielle, euh, moi ce qui me paraît intéressant, c'est aussi le rapport justement à cette normalité que vient d'évoquer entre guillemets, parce que oui, il est vrai que la médecine nous évite, quand un médecin découvre qu'un embryon va donner quelqu'un de catastrophique, bah, on le détruit à l'échelle embryonnaire, on dit voilà, désolé, ça n'a pas été vivable. Mais et puis il y aura un enfant qui va naître après qui lui sera parfait. Et parfait, ça veut dire, c'est pas la femme à barbe, c'est pas le. Je sais plus, il y a une célèbre mathématicienne qui avait des poils partout comme un chien. Enfin, c'est bon, voilà, c'est quand même terrible à porter. Et là, c'est plus de la reconnaissance faciale, ça devient je vais trouver une unicité. Tu parlais plusieurs fois une singularité, merci à toi, tu parlais plusieurs fois d'identité, mais on est content parce que c'est particulier comment notre cerveau fonctionne en groupe par rapport à notre individualité, puis on a parlé au tout début, et c'est vrai que c'est très interpellant. Nous sommes à la fois contents d'être différents des autres, mais pas trop différents non plus. Et l'intérêt peut-être avec le temps, je parlais d'une petite expérience, d'une observation plus exactement, avec le temps, ce qui va peut-être être extrêmement intéressant, c'est que grâce au retour de l'intelligence artificielle par reconnaissance, usant de reconnaissance faciale, c'est que nous allons voir tellement d'humains que nous allons nous rapprocher d'un modèle humain généralisé. Alors je dis plus loin ce que je voulais dire. On a observé, notamment aux États-Unis, que les africoïdes, ou comme disent les bonnes gens, les noirs, sont devenus de plus en plus proches au niveau morphologique des européens, ce qu'on appelle populairement les blancs. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, il n'y a plus le côté raciste. Bon, il y a encore des racistes et des ségrégationnistes en général qui ne tolèrent pas les gens comme ci, les gens comme ça, mais pour des gens un peu intelligents, il n'y a plus ce racisme qui venait de ah, il a une tête avec la bouche comme ci, les oreilles par là. Non, parce qu'on a à peu près tous le même moule. Pour ce qui est des asiatoïdes, c'est pareil. Il y a une transformation radicale qui s'observe partout sur la planète. Donc on commence à avoir un modèle qui s'installe, qui devient un mélange des trois, finalement, dans le mieux, dans l'optimum des trois, les trois grandes races anthropologiques, donc asiatoïdes, africoïdes et européides. Et moi, ça me paraît extrêmement sain, puisque ça va moins vers
des guerres raciales, du racisme et toute cette méchanceté. Donc je pense que ça a aussi un avantage. Ça va nous amener vers un processus normatif où on va se dire finalement l'autre là-bas, il est différent de moi, mais il ne crée pas de la peur et donc de la haine chez moi. Il n'y a plus de haine, parce qu'il n'y a plus de peur, parce que je le vois partout au niveau justement de ce que l'intelligence artificielle à reconnaissance faciale me montre de ce qu'est l'être humain sous toutes ses variétés. Très bien. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, allant de la démocratie, dictature, reconnaissance faciale, identité, personnalité, mouvement, est-ce qu'on est traqué, à quoi ça va servir, à quoi, est-ce que, j'ai parlé aussi d'un cadre, donc une loi, des lois à prévoir aussi pour ce dont tu as parlé, Stéphane, de régulation. Je pense qu'on a... Tout ce que tu as noté là sur ton immense papier, absolument, donc c'est clair, on a bien abordé, et puis comme tu l'as dit, on en parlera, mais comme prochain thème, on pourrait en effet oser justement penser à cette intelligence artificielle génératrice d'images photographiées, voire en 3 dimensions, qui pourrait aller très loin. Donc, prenons ABBA, par exemple, le fameux groupe de chanteurs, et le groupe suédois connu, qui en 2021, 22, 23, je ne me souviens plus, a tourné, grâce à l'intelligence artificielle, par la reconnaissance faciale, un show, dit-on, oui, donc toute une représentation musicale, je ne sais plus, 1h30, avec des jeunes gens qui étaient eux. En fait, c'est eux il y a beaucoup d'années, puisqu'ils ont 70 ans, et ils sont eux à 25 ans, ou 30 ans. C'est génial. Donc je pense qu'à mon avis, on peut aborder des thématiques fabuleuses grâce à l'intelligence artificielle, travaillant sur l'élément visuel et sonore, parce que tu as évoqué aussi l'aspect auditif. Mais bon, prochaine thématique peut-être. Ce sera le prochain débat, la prochaine thématique. Donc, on remercie, on va clore ce débat, et on remercie donc nos auditeurs, et surtout si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite main et le petit bouton j'aime, le petit pouce vers le haut. Merci à tous. Merci.